Bonjour à tous, bienvenue à bord des interviews Histoire de Timeline. Je reçois aujourd'hui, et j'en suis ravi, Corinne Ergas et Xavier Mauduit pour l'ouvrage flamboyant Second Empire. C'est l'ouvrage flamboyant aussi. Et la France entra dans la modernité chez Duno-Poche. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, inutile de dire que vous êtes historien, homme de radio pour l'un, romancière aussi pour Corinne. Oui, j'ai un roman qui va bientôt paraître. Je veux vous revoir également. Ce que j'ai adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai même beaucoup ri avec votre livre, on va voir pourquoi, mais parce qu'il revisite en fait vraiment le Second Empire sous un angle vivant, concret, accessible et vraiment accessible. On est loin de la caricature traditionnelle d'un régime décadent, etc. Il montre vraiment comment cette période a été un âge d'or de la modernité française, urbanisme haussmannien, essor du chemin de fer, progrès technique, science en plein essor, naissance des grands magasins, la consommation, l'explosion artistique, les innovations sociales et éducatives, et aussi affirmation d'une vie quotidienne, urbaine, bourgeoise, bref, vous n'oubliez rien. Et vous n'oubliez pas non plus l'impératrice Eugénie. Et ça, c'est bien aussi parce que, alors je ne sais pas si c'est Corinne, si c'est l'influence de Corinne, si c'est les deux. Mais je dois dire que c'est mon deuxième prénom, Eugénie. Ah bah voilà, je ne savais pas ça. Et c'est vrai qu'on l'oublie très souvent. Comment vous expliquez que cette période reste encore mal aimée ou mal comprise ? C'est étonnant, hein, la période du Second Empire, parce que quand on y réfléchit, c'est pas si vieux que ça. Ouais. C'est vrai, hein, en effet, de génération, allez, on va dire ce sont les arrière-grands-parents, pour simplifier. Oui. Mais pour le dire autrement, c'est encore dans les greniers. Les archives, elles sont encore dans les maisons très facilement. Donc il y a de ça, le fait que le Second Empire commence à ressurgir. Et puis surtout, il y a cette longue période de légende noire qui se met en place déjà sous le Second Empire, mais plus merci encore Victor sous la Hugo, République. en fait. Mais Troisième oui, Victor Hugo. Sûr. En fait, la grande différence entre Napoléon Ier et Napoléon III, c'est que Napoléon Ier n'a pas eu face à lui un Victor Hugo. C'est ça. Il y a eu Germaine de Staël et Benjamin Constant. Bon, c'est Pas le même niveau quand même. c'est pas pareil. Et donc Victor Hugo, c'est un véritable génie de la littérature et il a détruit l'image du Second Empire. Et la République, par la suite, a poursuivi. Mais c'est logique, c'est tout à fait compréhensible cette légende noire. Et ça a duré vraiment tard, jusqu'aux années 1980, presque. Avec le livre de Philippe Séguin, peut-être, C'est ça. Oui, qui a vrai, ouais. commencé la réhabilitation. Ouais, c'est vraiment ça. Et puis après, les universitaires s'en sont emparés. Et maintenant, on étudie le Second Empire comme tout sujet historique. On étudie ça comme il faut l'étudier, sans dire c'était formidable ou c'était catastrophique. Voilà, c'est un moment de notre histoire et un moment particulièrement important. Oui, effectivement. Est-ce que ça veut dire quelque chose si on dit que c'était un président moderne ? Enfin, un empereur, un président et un empereur moderne. Déjà, la modernité, on doit ce mot. C'est le titre. On doit Ouais. ce mot, Xavier, À Baudelaire, parce que moi, c'est un mot qui me gêne, modernité. Ouais. Le mot modernité, il veut tout dire et rien dire. Tout le monde est moderne. En tout cas, personne va dire « moi, je ne suis pas moderne ». C'est ridicule. Donc, tout le monde est moderne. Et c'est un mot qui est vide de sens. Sauf que le mot modernité apparaît en 1863 sous la plume de Charles Baudelaire. C'est quand même pas mal. Ah, ça, c'est bien. Et donc, on sait combien les poètes sont sensibles à l'ère du temps. Et si le poète invente ce mot-là, à ce moment-là, c'est bien qu'il y a quelque chose. Et c'est pourquoi le sous-titre de Flamboyant Second Empire, c'est « Et la France entra dans la modernité ». Je n'emploie jamais ce mot, mais là, il était justifié. Mais je pense aussi que Napoléon III, effectivement, il avait écrit un livre sur le paupérisme et tout ça. Ouais. Et je pense qu'il avait de bonnes intentions pour la France. Après, il a été mis en face de la réalité. C'est-à-dire que c'est vrai que la première partie de son régime, ça a été plutôt autoritaire. Et à partir de 1860, à peu près, ça a commencé à avoir un peu plus de liberté. Mais je pense que quand on lui posait la question, justement, il disait Eugénie est légitimiste et puis moi, je suis socialiste. Ouais. Donc il avait vraiment... il savait ce qu'il devait à la population française, enfin ses plébiscites, etc. Et donc il voulait vraiment que les Français vivent mieux. Et tous les Français. C'est-à-dire... Et ce changement, c'est quoi ? C'est son entourage ? C'est lui ? C'est le lui. contexte ? En fait, c'est bien compliqué cette histoire-là, parce que si on retrace son destin, c'est un homme qui a vécu une grande partie de sa vie en exil. En 1815, il est tout jeune. Il est né en 1808 et en 1815, il part. C'est l'exil, c'est la chute de son oncle Napoléon Ier. Donc une vie où il se construit tout un imaginaire. Il relie l'épisode impérial à travers le mémorial de Sainte-Hélène. Mais on le sait bien, c'est une réinvention de ce qui s'est
aujourd'hui. passé, hein, on imagine un double Napoléon. réinvention, parce que Napoléon déjà c'est ça. réinvente, et puis alors Et Lascaz derrière en fait mais des c'est tonnes. complètement ça. Et lui, élevé par sa mère, la reine Hortense, dans le culte impérial, il développe des idées qui sont celles de son temps. Dans le mémorial de Sainte-Hélène, Napoléon Ier dit qu'il a voulu défendre les nationalités. C'est complètement fou. Enfin, quand on regarde ce qui s'est passé sous le Premier Empire, il mettait ses frères rois ici et là, il s'en fichait des peuples. Mais bon, dans le mémorial, il dit je l'ai fait parce que ça y est, les temps ont changé. Et Napoléon III, le futur Napoléon III, donc Louis-Napoléon Bonaparte, lui, vit dans ce monde-là. Et il le comprend. Il s'engage auprès des Italiens qui luttent déjà pour leur indépendance. Donc, il est vraiment dans son temps. Moi, je dis que c'est un homme de son siècle. Et quand on retrace sa vie, on saisit ce que ça veut dire, ce 19e siècle. Et donc, dans tout son parcours, avec cette longue vie en exil, quand il arrive à la présidence de la République en décembre 1848, il a déjà réfléchi à plein de choses. Corinne évoquait l'extinction du paupérisme. Hein, c'est 1844. Il écrit ça alors qu'il est en prison. Il a fait deux tentatives de prise de pouvoir. C'était fiasco. 6 ans de tôle quand même. Évadé. Ouais. Et donc, quand il arrive et qu'il a tant de tensions avec l'Assemblée nationale, il y a ce coup d'État du 2 décembre 1851. Bien sûr, il est au pouvoir, mais il y a toute une phase d'empire autoritaire. Mais je pense qu'on peut dire vraiment que sa volonté, c'est d'aller vers là où l'empire évolue, c'est-à-dire vers l'empire libéral. Il faut un certain temps. Mais au début, on le voit apparaître sans cesse en uniforme militaire et il tape fort du poing sur la table. Et puis, tout doucement, il tape un petit peu moins, jusqu'à arriver à la fin du Second Empire, réellement, quand on regarde les institutions, la Constitution même, ça ressemble à ce qui existe en Angleterre. Ça ressemble, c'est-à-dire il ne choisit pas ses ministres. Il a passé une partie de sa vie. Donc il connaît très bien. Et il est obligé de choisir ses ministres selon la majorité à la Chambre. Donc il prend des ministres qui ne sont pas obligatoirement favorables à l'Empire. Ouais, c'est plutôt malin, effectivement. Ouais. Et puis il y a le contexte, et peut-être qu'il y avait besoin au début de serrer la vis, et puis peut-être de la desserrer derrière. Et contrairement à son oncle, il était plutôt ami avec les Anglais, avec la reine Victoria. C'est un vrai changement, ça aussi, et on le sent bien dans le livre. Rapprochement. Vous avez, ce qui est génial dans le livre, c'est que vous avez le sens de la formule, tous les deux. Louis-Napoléon Bonaparte, né en 1808, tonton était empereur des Français, papa roi de Hollande, c'est ce genre de choses assez sympas, ou alors avec Eugénie, c'est du sérieux. Franchement, ça m'a fait marrer. Petit clin d'œil. Petit clin d'œil. À l'actualité, j'ai vu qu'il y en avait pas mal. Hein, il y en a plein. Sur les titres aussi, vous vous êtes bien amusés. C'est qui les titres? C'est tous les deux. Parce que les formules tonton, ça je reconnais la patte de Xavier, mais en fait, moi je sais plus du tout qui a écrit quoi. Est-ce que c'est dur à 4 mains? Des échanges. C'est difficile à 4 mains. Oui, c'est dur au sens où on n'est pas seul, mais à la fois c'est merveilleux parce que tout se construit en échange. Et quand Corinne dit il est difficile de savoir qui a écrit quoi, c'est parce que c'est la tambouille, hein. On imagine bien qu'on se répartit les chapitres et tout. Mais après, ce sont des va-et-vient sans cesse, où on corrige, où on rajoute, où on rajoute une blague sur un texte déjà écrit. C'est pas la même chose que de mettre un petit sourire dans un texte qu'on écrit soi-même. Ouais, et donc c'était ça, c'était sans cesse des ping-pong. Et on a beaucoup ri en faisant ce livre. Vraiment. Mais surtout, on avait quand même le stress parce qu'on avait 3 mois pour l'écrire, puisque le musée d'Orsay avait eu la bonne idée de faire en 2016, de faire une exposition sur le Second Empire. Et donc, nous, je crois qu'on s'y est mis au mois de mars. Et c'est vrai que pour les illustrations, je me souviens, j'étais allée au Puce de Saint-Ouen pour trouver des documents de l'époque, pour mettre nos petits... donc, c'était quand même assez stressant. Je me souviens de toi qui tu repars à minuit de chez moi, tu avais la crève et tout ça, tu rentrais d'Italie. Enfin, c'était quand même un peu folklorique, mais le résultat, c'était sympa. J'ai été super surpris parce que j'en reçois quand même pas mal. Je dois être à 200 historiens reçus là déjà. Mais c'est la première fois que je vois des références qui me sont communes, qui sont populaires. Par exemple, quand je vois Merci Bernard, on ne sait pas que des historiens puissent parfois utiliser ça. Et à part ça, la santé. Enfin voilà, c'est assez drôle. Mais moi, mon fou rire, c'était pas sur celui-là, c'était parce que Xavier a commis un autre livre sur les impressionnistes, et avec un autre co-auteur. Cédric Lemagnan. Et en fait, le livre, il allait être traduit en chinois, je crois. Et une des blagues de Xavier, c'était, il y avait Frédéric Basile qui était dans la troupe des impressionnistes à l'école, et il parlait de la bande à Basile. Bon, et moi, je me suis dit, mais comment les Chinois... Est-ce que les Chinois ont la référence? Je ne sais pas. Mais, je ne pense pas. Mais l'idée, en fait, d'un livre comme ça, et moi, c'est ce que je vis dans
tout ce que je fais à travers les médias, c'est que j'aime bien mettre du sourire pour montrer que l'histoire, c'est pas en kikinant. Enfin, Charles, c'est la même chose, dans la volonté de transmettre. On évite l'esprit de sérieux parce que c'est pas l'esprit de sérieux qui fait que le travail est solide. Mais en revanche, quand on veut mettre du sourire dans n'importe quel travail, alors que ce soit à la radio, à la télé ou dans un livre, faut que le fond soit en béton armé. Et là, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc tout est checké, surchecké. Et sur la rapidité d'écriture, en fait, le livre a été écrit à l'avance, j'ai envie de dire, parce que Corinne est une fana du Second Empire, elle connaît la période par cœur. Tu avais déjà écrit Mémoire d'un confident qui se passait sous le Second Empire. Vous l'avez pas lu ? Non. Faut le lire, parce que je vous explique, un confident, c'est le meuble. C'est-à-dire que ce sont les meubles qui parlent. Il est né en 1856 comme le prince impérial. Mais attention, alors je sais plus qui est qui, mais genre l'armoire est légitimiste, le guéridon, et tout le monde parle. Et c'est très très... Génial, ça. Ah mais c'est fin. Il va peut-être être réédité là chez un autre éditeur. Voilà, voilà. Donc Corinne connaît par cœur le Second Empire. Moi j'avais fait ma thèse sur la maison de l'empereur Napoléon III. Et en fait, qui est sorti en même temps. Oui, c'est ça, le ministère du Faste. Et tout le temps, je faisais ma thèse, mais je l'ai vécu tellement de fois. Donc les gens me disent, c'est quoi ton sujet de thèse? Alors, moi, je dis, c'est la maison de l'empereur Napoléon III. Alors, la maison, déjà, il faut expliquer que c'est pas un bâtiment, mais bon, ça, c'est l'institution qui s'occupe de la vie du souverain, mais ça, c'est normal. Et puis, alors, surtout, Napoléon III, Second Empire. Alors, j'ai eu plein de Troisième Empire, de Napoléon II, mais c'est vrai, et c'est ce qu'on disait au début, les gens ont besoin de savoir, il y a cette vraie quête. Mais donc, il y avait besoin de dire ce qu'était le Second Empire. Et combien de fois j'ai raconté, mais non, mais le Second Empire, c'est ça, c'est l'eau et gaz à tous les étages, le chemin de fer, la photographie, tout ça. Alors, ça existait avant, et c'est là où ça se développe vraiment. Le droit de grève, enfin, en tout cas, en 1864, la liberté, etc. Le premier international. Donc, on l'avait tellement répété. Et l'idée de ce livre, c'était ça. C'était de se dire, bon, très bien, publication de travail sérieux, la thèse et tout, mais à côté, il faut dire au plus grand nombre, mais cette période-là, elle n'est pas exceptionnelle, c'est pas tant ça, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Elle mérite d'être connue, et quand on veut viser le plus grand nombre et qu'on veut que les gens prennent du plaisir à la lecture, on s'est dit, on n'a pas à s'empêcher de mettre un peu de sourire. Mais surtout que moi, on a eu pas mal de retours de lecteurs. Il y en avait beaucoup qui connaissaient pas du tout cette période, et justement, comme ils ont vu que c'était un peu ludique, c'était sérieux en même temps et ludique, et qui s'amusaient. C'était pas l'histoire, voilà. Il y en a certains qui nous ont écrit en disant, dis donc, si on devrait le donner dans toutes les écoles, parce que pour, voilà. D'ailleurs, c'est dans la forme même du livre. Ce qu'on a voulu, c'est un livre qui se picore. On parlait des romans tout à l'heure. Les romans, bien sûr, on le lit du début à la fin, parce que si on saute un passage, on a le droit, mais ça marche moins bien. Là, en histoire, on a cette chance de pouvoir faire ça, un livre qui se picore. On peut le lire en continu, on peut s'arrêter sur un passage, et c'était vraiment l'idée. D'ailleurs, il y a des zooms, il y a des... Voilà, c'est ça. C'est super. Regardez ce qui se passe ailleurs pour pas être centré sur la France. Et puis, l'idée, c'était aussi d'avoir quelque chose de sérieux. Et le livre, là, je le vois apparaître dans des bibliographies d'ouvrages sérieux. Ça veut dire aussi qu'il y a cette transmission. Et je sais que quand je discute avec des universitaires, les étudiants le lisent aussi. Parce que ça permet, de manière ludique mais sérieuse, de réviser son Second Empire. Mais d'ailleurs, on retient mieux les choses, les dates et tout ça, justement, par cette approche-là. Oui, c'est normal. Et c'est pour ça que je disais que c'est aussi érudit au début. Un ouvrage d'érudit, effectivement. J'ai envie de vous poser une question, mais c'est quasiment un débat. Est-ce que... on est dans une période, quand on lit le livre, et on comprend bien, c'est flamboyant. Ça, de partout, ça explose de partout. Est-ce que c'est Napoléon III qui favorise ça, ou est-ce que, j'allais dire, un ficus à la même place, il se serait passé la même chose, quoi. Ouais, donc il nous faut un œuf et une poule. Et c'est ça, c'est l'œuf et la poule, donc voilà. C'est pour ça que c'est un débat. Non, ça pourrait durer 3 heures. Le sujet est difficile. Ce qui est certain, si on regarde les temporalités différentes des pays européens, on sait que l'industrialisation naît au Royaume-Uni, qu'elle se développe, et qu'en France, on en voit vraiment les effets. Allez, sous la monarchie de Juillet, sous Louis-Philippe, le chemin de fer, c'est là qu'il apparaît, la photographie, c'est là. Donc, il y a tous ces éléments qui sont là. On peut faire de l'Uchronie, on a le droit à imaginer si Louis-Philippe était resté, qu'est-ce qui se serait passé. Ce qui est certain, c'est que Napoléon III, une fois au pouvoir, met en place
tout ce qui permet le développement de l'industrie. D'accord. Et ça, c'est vraiment pensé. Et Napoléon III a quelque chose de particulier par rapport à ses petits collègues, c'est-à-dire les souverains d'Europe au même moment, c'est que lui, ça fait très longtemps qu'il s'intéresse à l'économie. C'est un empereur qui connaît très bien l'économie. Ils ne sont pas nombreux comme ça, il sait ce que c'est. Et en plus, avec son vécu en exil, il a par exemple, lors de son exil, visité les manufactures en Angleterre. Il va voir, pour voir la condition des ouvriers, la condition de vie, c'est difficile. Donc il est conscient de tout ça. Il y a une vision. Ouais. Il y a une vraie réflexion et il y a ce désir, se dire, bon, par l'action politique, on peut faire changer les choses. D'ailleurs, Haussmann, c'est ça aussi. Haussmann, c'est clairement ça. Et ils n'avaient pas tout à fait la même mentalité. Mais pour ce qui concerne Napoléon III, même sur sa propre cassette, il veut financer les fermes, modèles et tout ça. Enfin, je veux dire, il avait vraiment une ambition, justement, que tout le monde vive mieux. Et pas seulement ceux qui boursicotaient, ceux qui étaient proches du pouvoir et tout ça. Est-ce que ça, c'est nouveau, justement, dans l'histoire? Parce que j'ai essayé de regarder, avant de vous poser la question, en me disant... À part De Gaulle, voilà, à part De Gaulle, parce que De Gaulle était très bien entouré, je suis d'accord. Et qui s'en est pas mis plein les poches. Oui, alors là, ce sera doit encore un être autre un des débat. Oui, je pense que c'est le seul. Napoléon Ier a mis des bases, mais il y avait quand même moins de... Lui, c'était le retour à l'ordre, surtout après la Révolution. Louis XIV, on ne peut pas dire qu'il soit vraiment... Il y a des gens encore que... Ouais, vraiment, le moment où on vit le plus mal dans notre histoire, parfois j'ai l'impression que c'est sous Louis XIV. C'est pas les faux, gens, mais qu'est-ce qu'ils ont souffert. Mais Vauban, lui, avait réfléchi à ça. Tout à fait. Ouais. Ça, on le sait peu. C'est donc non, il y a peut-être la première fois, en fait. Il y a les armes formidables d'une dictature, d'une période assez pacifiée, parce que c'est la grande différence avec le Premier Empire. Napoléon Ier, il est en guerre, donc ça limite aussi les moyens d'agir. Napoléon Ier aurait bien voulu transformer Paris, c'était prévu. Il y a quoi? Il y a que la rue de Rivoli, globalement. Alors que Napoléon III, lui, il a les moyens de le faire. Et vraiment dans l'idée aussi, et ça c'est quelque chose qui a un écho sans doute jusqu'à aujourd'hui, c'est l'idée de ruissellement. C'est cette idée que, bon bah d'accord, certains vont s'enrichir parce qu'il faut développer le chemin de fer, il faut développer les forges, tout va dans tout est relié. Et que voilà, les gens vont s'enrichir et puis tout doucement, bah, tout le monde va en profiter. Et puis, dans cette histoire-là, et ça, c'est une vraie différence avec aussi le Premier Empire, c'est que Napoléon Ier n'a pas pu lire Saint-Simon. Enfin, ici, il a lu Saint-Simon, c'est celui de Louis XIV, mais il n'a pas lu l'autre Saint-Simon. Alors que lui était plutôt, c'est vrai. Et c'est très proche des idées de Saint-Simon. L'idée que, par le progrès, par l'amélioration des transports, on va favoriser en réalité les conditions de vie des gens, et que c'est ça quand même l'objectif final, c'est que les gens vivent mieux. Mais pour que les gens vivent mieux, il y a un passage obligé, c'est que les élites s'enrichissent. Mais voilà, tout ça, pour un Napoléon III, correspondait très bien à sa vision du monde. Des élites très établies, et puis une population de travailleurs, de travailleuses qui ne souffrent pas de la faim, qui peuvent éviter la maladie avec des logements décents. Il y a la notion d'hygiène aussi, il est complètement ça, donc que tout le monde en profite. Et c'est vrai que lui, il est à ce moment-là, et c'est ça qui est vraiment passionnant, il est à ce moment-là où la société elle-même, dans son ensemble, réfléchit à tous ces sujets, et il est à l'écoute de ces sujets, et donc on en trouve après des effets par ses décisions. Oui, effectivement. Ouais. Mais il y a toujours l'entourage qui est un peu, à eu et à dire, avec le duc de Morny, tout son entourage, le prince Walewski. Donc c'est vrai qu'il est toujours tiraillé, parce que lui, il a effectivement un esprit saint-simonien, mais autour, c'est un peu comme Napoléon Ier, avec l'entourage, il est toujours à eu et à dia. Donc, normal. C'est bien difficile en plus, De Gaulle le disait, parce que... Pour gouverner la France, c'est pas facile, vu le panorama que nous avons dans notre société, mais je pense que c'est une société, puis on est un peu ronchon parfois. On n'oblige personne. Mais sous le Second Empire, c'est la même chose. Et c'est vrai que c'est très, très difficile. Il faut quand même imaginer, par des effets de génération tout simple, le coup d'État, c'est 1851, la proclamation de l'Empire, c'est 1852. Mais les gens qui sont en vie à ce moment-là, qui ont 60, 70 ans, et pour certains, mais même ils sont nés sous l'Ancien Régime, mais bien sûr. Ils sont nés sous Louis XVI, ils ont traversé la Révolution, l'Empire, le retour des Bourbons et Louis-Philippe, la Deuxième République, parce que ça aussi, 1848, la République sociale, bourgeoise. Donc ils sont porteurs d'un vécu, d'un imaginaire tellement lourd. On arrive à un moment où les gens, et c'est vrai que quand on parle des périodes historiques, on les découpe, mais là non, on est sur quelque chose qui a tout le reste en héritage. Et Napoléon III, lui, mais comme tout le monde, ils ont tous fait ça, se veut la synthèse de l'ensemble, ou l'aboutissement logique de cette histoire. Et donc, il met tout en place pour que ce soit possible. Et quand on regarde
la durée du Second Empire, on se dit, ça a pas mal fonctionné parce que 1848, il est élu président de la République. Le premier, d'ailleurs. Le premier de notre et c'est vrai que histoire. c'est rare que les gens... Oui, alors mais c'est vrai. moi je fais toujours le petit test, personne ne sait. Hein. Non, à 40 ans. Hein. Ouais. Voilà. Il n'y a que Macron qui est 39, je crois. Oui, c'est ça. Mais à chaque fois qu'on dit ça, il y a toujours quelqu'un qui est un peu favorable à l'Empire qui dit oui, mais Louis-Napoléon Bonaparte a été élu au premier tour, lui. Donc là, c'est pas le plus jeune aujourd'hui, mais on voit quand même, il y a quelque chose. Et ça va jusqu'en 1870. Ouais. Donc c'est long. C'est long dans ce 19e sûr, siècle où ça bouge beaucoup. Mais là, il y a quelque chose qui dure. Et il a eu le temps de... Il a eu le temps et avec des effets profonds sur la société. On le voit bien. Ouais, vous le dites, 18 ans, c'est long, on ne se rend pas compte. Mais effectivement, De Gaulle, c'est quoi? C'est 10 ans, 10 ans. De Gaulle, on fait un 58-69, quoi. C'est ça, c'est 11 ans. Mitterrand, 14. Ouais, donc, c'est plus long. parce hein. qu'après, c'était le quinquennat. Et c'est ça, à partir de Chirac. Effectivement, donc 18 ans, c'est beaucoup, effectivement. À votre avis, qu'est-ce qui symbolise le mieux la modernité française à ce moment-là? Et puis alors, c'est quoi la modernité? Vous avez 3 heures. Parce que ça dépend dans quel domaine. Mais la modernité, pour moi, c'est quand même parallèle à l'industrialisation. Et les conditions de vie, que les gens se sentent mieux. Les progrès de la médecine. Pasteur, il n'avait pas encore inventé le vaccin pour antirabique, mais il avait quand même fait pas mal d'autres choses avant. Et je pense que c'est ça, pour moi. La modernité, c'est se sentir mieux. C'est très juste. Non, c'est ça. La modernité, on pourrait faire la liste des inventions sous le Second Empire. C'est un livre entier. De la bicyclette. La margarine. Il y en a plein. Les grands crus bordelais, c'est le Second Empire. Sauf un, d'ailleurs, vous le dites. Oui, c'est ça. Ah oui. Mais il n'aimait pas trop les Bonaparte. Non. C'est dommage, il est passé à côté d'avoir grand cru sur son étiquette. Exactement. Mais ce que dit Corinne, c'est très juste. Pour moi, c'est ça, ce sentiment de modernité. C'est le sentiment que dans notre existence, ça va sans doute aller mieux. Entre le moment où là nous sommes et puis dans quelques années, il y aura peut-être des améliorations de mes conditions de vie, une mobilité possible, il va se passer quelque chose. Et si c'est pas pour moi, ce sera peut-être pour mes enfants. Mais cette idée-là, cette idée que les limites de ce qu'on appelle alors le progrès, c'est la grande période où on met en avant le progrès, elles sont repoussées et que tout devient dès lors imaginable. Moi, il y a des exemples qui me sidèrent complètement. C'est le câble télégraphique, le câble sous-marin. J'ai fait une émission là-dessus. Il est possible de communiquer avec les États-Unis en quelques secondes. Mais il faut imaginer le temps que ça prenait auparavant. Ouais. Et donc, ça, c'est une chose. Mais traverser la France en diligence, c'est pas la même chose que traverser la France en train. En durée et en confort. Absolument. Et donc, les gens se rendent compte qu'il se passe des choses autour de ça, bouge sur la possibilité d'acheter des vêtements. Les grands magasins, c'est le Second Empire. Et donc là, d'un seul coup, on est sur quelque chose et qui est toujours très difficile à mesurer, mais où il y a l'impression que ça y est, c'est l'air du temps. Vous savez, en histoire, c'est dur à palper cette chose-là. C'est l'air du temps. Et là, l'air du temps, il est plutôt favorable et ça avance. Et c'est en ça que cette période, elle est alors souvent qualifiée de fête impériale. Nous, on a dit flamboyant. Le musée d'Orsay a dit spectaculaire. Et c'est pas un hasard si tout le monde emploie ce vocabulaire-là, parce qu'il y a un ressenti de la population. Jules Verne, c'est la période où vraiment il publie ses romans incroyables. Et quand on regarde, alors, ne serait-ce que les titres des romans, mais même les illustrations dans les romans, l'idée d'aller sur la Lune. Ouais. Tout est possible. Pourquoi pas? Mais d'ailleurs, c'est Jules Verne qui dit tout ce qui peut être accompli doit être fait et sera fait. Ouais. On est loin de ça aujourd'hui. Ah oui. On n'a pas perdu ça. Ah non, et c'est la question qui suit. Flamboyant Second Empire, est-ce que c'est pas les derniers feux? Non, ça c'est particulièrement juste de dire qu'aujourd'hui, notre souci, c'est pas tellement de se dire nous allons progresser, c'est j'espère que je vais au moins conserver mon statut social du temps de mon existence. Ouais, non, mais c'est fou de se dire ça. Moi, je sais pas, il y a aussi quelque chose de pernicieux. Moi, je suis en train d'écrire un roman encore historique et je cherche des informations. Pour pas chercher partout, je demande à ChatGPT. Et il me propose, est-ce que vous voulez que je vous écrive Non, merci. Oh là. Mais en fait, c'est ça. Maintenant, j'ai l'impression que, et c'est ça aussi le piège d'aujourd'hui, c'est quand... et on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, et pour moi, c'est le danger, c'est-à-dire quand elle peut être dévoyée, comme les réseaux sociaux, c'est pareil. Donc, pour moi, c'est le danger. Sinon, c'est vrai que... et ça, en fait, ce danger-là, il peut très bien éteindre la créativité, éteindre tout ce qui fait justement la beauté
Voilà. Mais de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est vrai qu'on a peur de perdre des choses. Ce qu'évoque Corinne avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on perde peut-être notre statut de gens aptes à écrire. Et des machines vont peut-être le faire. On a peur de tout perdre. Mais il faut quand même se replacer au 19e siècle. Les craintes principales, c'est quoi? C'est de mourir de faim, enfin, de ne pas avoir à manger. Et puis la maladie, parce qu'on tombe malade. Alors la médecine est là quand même. Mais enfin bon, on voit ce qu'elle est. Je peux mourir à tout instant. D'ailleurs, ça explique aussi certaines actions des gens, parce que aujourd'hui, on se préserve parce qu'on a peur de se faire mal. Alors, il faudrait aller chez le médecin. L'espérance de vie, c'est une quarantaine d'années. Oui, la vie était tellement fragile. Et là, on arrive à un moment avec le Second Empire où, avec le développement du chemin de fer, on arrive à transporter la nourriture plus facilement, ce qui fait que chaque région se spécialise là où elle est la meilleure. Absolument. Avant, il fallait tout faire un petit peu. Moi, je suis normand. Si on voulait du vin en Normandie, il fallait essayer d'en faire. Bon courage. C'était pas Jojo. Il y en avait. Il y en a encore. Il y en a encore, ouais. Pour le vin de Metz, parce que pour ça, ils avaient besoin de vin. Maintenant, avec le développement du chemin de fer, nous, en Normandie, on se spécialise en lait, c'est le camembert. Napoléon III, il mange le camembert. Et on fait venir le vin de loin, parce que c'est beaucoup plus facile. Les Halles de Paris, c'est le Second Empire, Baltard. Donc, on va mieux manger et dès lors, on est en meilleure santé. Et dans le même temps, la médecine progresse, parce que si le vaccin contre la rage, c'est 1885, Pasteur, c'est déjà une vedette sous le Second Empire. Oui, donc, il y a ces améliorations folles. Et quand on regarde d'ailleurs les noms de ces grands médecins du 19e siècle, on retrouve tous nos grands hôpitaux parisiens, au moins. Oui, c'est vrai. Donc, Velpeau était médecin de Napoléon III, la bande Velpeau. Donc, on a tout ça. Et c'est vrai que c'est formidable de se dire, on est à un moment de l'humanité où déjà, je vais peut-être pas mourir de faim, ou alors pas souffrir de la disette, cette période difficile quand on a fini les stocks et puis il faut attendre que ça pousse. On va pouvoir exactement éviter peut-être les maladies. Et puis des changements dans la représentation, mais tellement forte. Alain Corbin, quand il a écrit son livre sur Pinago, on est dans ce 19e siècle, voir passer un train. Mais c'est dingue voir passer un train, parce que là, on est sur des histoires millénaires du déplacement. Le déplacement, ça ne se fait qu'à pied ou avec un animal. Alors, on est sur l'animal ou l'animal tire quelque chose. Désormais, il est possible de se déplacer par une machine, sans la force animale ou sans la force humaine. Le mot est aussi galvaudé, mais c'est révolutionnaire. Oui, c'est vrai. Oui, je suis d'accord, mais je constate quand même que vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce que ce n'est pas les derniers feux? Alors, j'ai réfléchi. Alors après, on a la Troisième République qui peine à se mettre en place. Il y a quand même... au début, fin 19e siècle, début du 20e siècle, ambiance exposition universelle de 1900, où on renoue avec cette idée de progrès incroyable, où la médecine va guérir toutes les maladies, où va être possible. Mais c'est sûr qu'après, Première Guerre mondiale, les années 20, la montée des fascismes, du nazisme, la Seconde Guerre mondiale, peut-être après la Seconde Guerre mondiale, mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est parce que le coup était d'une violence inouïe. Mais il y a cet espoir des années 50, 60, et en revanche, depuis... Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Depuis, ça, c'est une horreur. C'est clair. Les 30 Glorieuses, où il y a eu le dynamisme après-guerre et tout ça, mais c'est vrai qu'après, avec le premier choc pétrolier, c'était... Effectivement. L'influence de Génie, là-dedans, elle est importante. Il faut demander à Rosa Bonheur, d'abord. Qui a reçu la Légion d'honneur, cette peintre magnifique, Rosa Bonheur. Aussi, il y a la première bachelière, ou je ne sais pas si c'était Daubier, ou aussi Madeleine Bress pour la médecine. Oui, alors il y en a une, c'est l'inscription à l'université, et puis l'autre, c'est le baccalauréat. Moi, l'impératrice Eugénie, je la trouve particulièrement touchante dans cette histoire-là, déjà parce qu'elle a été tellement dénigrée. Enfin, c'est un phénomène, mais d'une violence inouïe qui tient à la misogynie, la très classique. C'est une femme, donc dès lors, elle est incompétente. Et oui, c'est comme ça qu'elle était représentée dans la ménagerie impériale, la grue. Mais elle a été plusieurs fois régente du temps du Second Empire, lors des voyages de l'empereur, notamment pendant la guerre contre l'Italie en 1859, lors du voyage en Algérie en 1865, et puis à la fin, au moment de la guerre contre la Prusse en 1870. Donc voilà, elle a été régente. Donc ça veut dire qu'il y avait une confiance dans sa capacité à gouverner, et au plus près de l'empereur,
évidemment, moi, je ne peux pas exclure le fait qu'il y ait des discussions. C'est certain qu'elle a une influence. Et j'avais été surpris en travaillant sur les archives. C'est dans les archives de Compiègne, il y a les papiers de Madame Carrette, qui est une dame du palais. Et Madame Carrette reçoit des lettres. On les lit, mais on se dit, mais pourquoi autant parler de politique à Madame Carrette ? En fait, non. C'est parce que Madame Carrette va parler à l'impératrice. Et donc, on passe par une dame du palais pour atteindre l'impératrice. Donc, ça veut dire que c'est intéressant de parler à l'impératrice. En revanche, pas d'influence sur l'empereur, comme on a pu le dire. C'est-à-dire, le côté, c'est une bigote, c'est elle qui voulait la guerre, etc. Non, alors là, l'empereur est suffisamment solide, bien entouré, Napoléon III. Oui, bah voilà. Par rapport aux femmes. Il y a cette idée qu'il faut trouver une raison pour expliquer la défaite et pour expliquer les mauvais conseils donnés à Napoléon III. Et il y a une construction, vraiment une construction qui se fait au même moment et puis par la suite pour dire c'est la femme qui est la responsable. Et donc, vraiment, c'est Maxime Michelet qui a travaillé sur Eugénie, il explique très très bien les premières pages de son ouvrage. C'est saisissant parce qu'on comprend comment on a mis en place une image négative d'Eugénie. Et ça tient, je vous dis, de la misogynie et après, ça continue. Parce que moi, j'avais lu justement des lecteurs qui disaient oui, c'est à cause d'elle que le prince impérial est mort au Zululand parce qu'elle était tellement radine qu'elle ne voulait pas changer les rênes du cheval et tout ça, et que c'est à cause de ça, ça s'est cassé et tout, alors que c'est complètement faux. Il avait un crédit illimité et elle adorait son fils et elle lui donnait tout l'argent qu'il voulait, mais lui, il voulait avoir l'arnachement de son père pour justement, c'est-à-dire venger 1870, venger Sedan. Il voulait qu'on retrouve l'honneur que les Bonaparte, et donc c'est pour ça qu'il avait pris ce matériel qui était usé. Et voilà. Mais c'est vrai qu'elle, elle a toujours été accusée de tout. Et elle est importante, et puis dans l'image du pouvoir, parce que c'est la dernière souveraine que nous avons connue en France. Alors, Napoléon III étant le dernier souverain. Et c'est très important, je trouve, parce qu'elle participe de la construction d'une image du pouvoir. La fête impériale, c'est une expression qui apparaît a posteriori. C'est Frédéric Lollier qui écrit son livre La fête impériale en 1912. Mais ça fonctionne très bien parce que la fête impériale, ça va à la fois pour ceux qui sont favorables au régime, c'est la fête impériale, c'est magnifique, et ça va aussi pour les gens qui veulent dénigrer le régime. Parce que c'est la fête, ils font la fête, c'est n'importe quoi. Mais elle est ici et dans une vraie réflexion avec l'idée de mettre quelque chose mais qui fascine. Alors de dire je veux des jeunes femmes, les épaules dénudées, ces robes absolument incroyables, tout ça, c'est elle qui le porte avec le soutien de son mari. Les bijoux somptueux et les commandes des bijoux, c'est la même chose, même si on sait qu'aujourd'hui... On les connaît bien, les bijoux. Ils étaient oubliés et puis ils ressurgissent soudain dans notre actualité. Un monde de charge. Ah oui, mais c'est un truc absolument incroyable. Des marques allemandes, je crois. Oui, et là, on fait de la pub d'ailleurs. C'est pas en marge tout ça, parce que Madame Carrette, là, celle dont je vous parlais, la dame du palais, dans ses archives, il y a une lettre qu'elle écrit après l'Empire au directeur du Figaro, parce qu'il y a eu un article sur un ouvrage contre l'Empire et tout, et elle dit « Nous n'étions pas des rigolos, dame du palais, nous n'étions pas des rigolos ». En gros, ces gens-là bossaient, on bossait. Et on bossait pourquoi ? Pour donner au régime cette image fastueuse, donc l'impératrice en fait pleinement partie, et le message pour moi est extrêmement clair. C'est un message envoyé aux élites, regardez, tout, ça se passe bien, à l'ensemble de la population, parce qu'on est fiers aussi. Il y a l'image. À l'Europe. Et dire le régime est en fête, c'est tellement lourd de sens. Si on est en fête, c'est qu'on est en paix. Exact. On ne peut pas faire la fête si on est en guerre, ça ne marche pas. Et si on est couvert de bijoux, c'est qu'on est riche et que le pays est prospère. Parce que si les gens crèvent de faim, on ne va pas aller faire des fêtes avec des diadèmes, avec les perles. Et c'est pas possible. Non, mais voilà. Donc, une vitrine aussi. C'est ça. Tout à fait. Pour le luxe, pour l'économie. Donc là, il y a vraiment un truc où je trouve qu'elle joue un rôle. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que après l'Empire, la République reprend quand même beaucoup des codes du Second Empire. La garde républicaine aujourd'hui, ce sont les 100 gardes du Second Empire, enfin les ordres de la République, l'Élysée, c'est refait sous Louis-Napoléon Bonaparte, président, et puis empereur. Donc voilà, on a tout ce décorum. La vaisselle de Napoléon III, c'est celle qu'on retrouvera ensuite à l'Élysée, donc il n'y a pas de souci. Alors, la seule fonction, j'ai envie de dire, qui disparaît, c'est l'épouse du chef de l'État. Et ça vraiment, sous la République, c'est complètement mis de côté. Alors, si on veut regarder sur le temps long, c'est vrai que nous voyons surgir à d'autres moments auprès du chef de l'État
une femme qui a un rôle. Un semblant de première dame. En fait. Voilà, un semblant de première dame. Mais durant presque un statut. Ah ouais, toute la fin du 19e siècle, ça paraît pas tant que ça. Et même Tante Yvonne sous De Gaulle, c'est une figure. Oui. Mais il n'y a pas aucune réflexion sur un rôle politique. Hein. Oui, c'est vrai, effectivement. Le traité de libre-échange avec l'Angleterre, est-ce qu'il a transformé l'économie durablement, l'économie française, évidemment Oui, alors que la plupart des gens étaient contre, évidemment. Ouais, l'Angleterre, bien sûr. C'est un peu normal. Mais oui, ça a changé beaucoup de choses. Hein. Ah bah, le traité de libre-échange, là, en 1860, d'ailleurs, c'est la volonté de Napoléon III et de sa copine, la reine Victoria. Ouais, vous en parlez souvent, d'ailleurs. Ah, mais c'est fou, cette histoire-là, parce que la reine Victoria, si on veut... essentialiser la personne, on dirait qu'elle représente le Royaume-Uni. Oui. Et par définition, c'est l'ennemi héréditaire de la France. Hein. On est vraiment là au 19e siècle. Et ce que les historiens, les historiennes appellent la Seconde Guerre de 100 ans a pris fin en 1815. Mais enfin bon, c'est pas hyper apaisé quand même, sous la Restauration et la monarchie de Juillet. Alors qu'en fait, la reine Victoria, Eugénie ne pouvait pas avoir d'enfants. Ça faisait quand même longtemps qu'elle était mariée avec Napoléon III. Et c'est elle qui lui a donné les conseils. Je ne dirais pas ce qu'elle lui a dit de faire, mais c'est elle qui lui a donné des conseils et elle a suivi. Si c'était de se mettre un coussin sous les reins, quoi. D'accord. Et elle a suivi ce conseil. Elle est tombée enceinte. Donc effectivement, la guerre était terminée avec l'Angleterre. Et quand le prince impérial naît en 1856, c'est Victoria qui envoie une nurse, Michaud, qui est la plus proche du petit prince. Et d'ailleurs, quand l'enfant de France devient le prince impérial, donc avec une majorité beaucoup plus jeune que la majorité normale, tout le personnel disparaît, sauf elle. Elle reste au plus près. Et donc là, c'est vrai que le fait que la France, de nouveau, s'associe, s'allie au Royaume-Uni, c'est déjà quelque chose qui étonne tout le monde. La proximité des deux souverains, ça étonne tout le monde. Et au moment de mettre en place le traité de libre-échange, du côté français et du côté britannique aussi, tant dans le monde des ouvriers et puis dans le monde des patrons, ça hurle en disant attention, pas les mêmes arguments bien sûr entre la France et le Royaume-Uni, mais tout le monde dit ça va pas le faire, attention, catastrophe, on va se faire détruire. Et il y en a deux qui tiennent. Oui, même les ouvriers. Tout ça. Et ça tient. Ils tiennent, ils disent si, faut y aller. Et donc, c'est mis en place, mais vraiment par la volonté. Mais là, on disait que Napoléon III, c'est quelqu'un qui connaît l'économie. Et il est très proche de Michel Chevalier. Enfin, donc, c'est ces gens qui réfléchissent à l'économie de ce moment-là. Et ça nous permet de relier ça aux idées de Saint-Simon, où il faut favoriser le commerce, l'échange, parce que ça va enrichir le pays et donc ça va enrichir la population. Enfin, c'est complètement pensé. C'est en ça que c'est assez fascinant de voir comment ça se passe. Et on est en 1860 avec le traité de libre-échange. Et c'est là, d'ailleurs, qu'on voit... Vous savez, on cherche toujours l'apogée de l'Empire. Alors, 1860, c'est proposé régulièrement comme étant l'apogée de l'Empire. Alors, il y a d'autres dates. 1856, avec la naissance du prince impérial et la signature du Congrès de Paris qui met fin à la guerre de Crimée. Mais on en propose d'autres. Mais c'est vrai qu'on voit ici quelque chose là qui se dessine et on s'approche vraiment de plus en plus vers l'Empire libéral. C'est la naissance de la consommation de masse, en fait. Ah oui, il y a de ça, ouais. Non, il y a de ça. Par les grands magasins, notamment. Oui. Parce que quand Zola écrit Le Bonheur des Dames, il écrit après le Second Empire. Mais les Rougon-Macquart, Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire, c'est plaqué sous le Second Empire. Et quand on lit Le Bonheur des Dames, on peut lire ça de mille manières. Il y a l'histoire sociale. Puis après, il y a une forme d'histoire presque du quotidien. Mais l'accès aux produits, le fait de toucher, de connaître le prix. Oui. On a tous vécu. Oui, c'est vrai. C'était à la tête du client. Bah ouais, c'est ça, c'était à la tête du client. Puis quand on rentrait dans une boutique... On était obligé d'acheter. Il faut demander à quelqu'un, on a peur, on n'ose pas, donc on rentre pas dans la boutique. Là, on est dans le grand magasin, on peut toucher les tissus, on peut voir, on peut comparer, on peut attendre les soldes, invention des soldes. Faire et donc, des échanges. Les échanges, la vente par correspondance. Il se passe quelque chose, quoi. Et donc, dès lors, on peut consommer. Alors, consommation de masse qui se met en place. Oui. Mais moi, je ne donnais qu'un exemple. Sur la photographie, souvent, et c'est vrai, c'est à juste titre, Nicéphore Niepce, Jacques Daguerre, la photographie, c'est sous la monarchie de Juillet. Enfin, le daguerréotype, c'est cher, c'est difficile, et puis après, ça se met peu à peu en place. Les petites cartes photos, ces petites cartes de visite, quoi. Oui, format carte de visite, c'est cartonné avec une photographie. C'est abordable, c'est-à-dire que globalement, tout le monde peut se faire photographier. Alors, il faut économiser plus ou moins longtemps, mais c'est possible. Ce qui, par le passé,
était inimaginable parce que ça coûtait trop cher, et puis encore un peu par le passé, inimaginable parce que ça n'existait pas. Je me suis posé la question, parce que c'est la naissance à ce moment-là aussi des romans feuilletons dans les journaux. Est-ce que c'est une invention française ou est-ce que ça vient d'ailleurs ? Parce qu'en fait, on invente Netflix à ce moment-là. Oui. Non, moi je pense que c'est... De toute façon, pour moi, la littérature, vraiment l'apogée de la littérature, pour moi, c'est le 19e siècle. Hein. Avec, effectivement, il y a Émile Gaboriau qui a fait le premier avec l'inspecteur Lecoq, qui est... un succès d'année de Vidocq, voilà, un ancien bagnard qui devient policier, donc Émile Gaboriau, tous les romans feuilletons, parce qu'effectivement dans les journaux on avait des feuilletons, ils étaient payés à la ligne, donc tous les grands écrivains du 19e, plus ils faisaient durer le suspense et plus ils avaient de l'argent, alors c'est sûr que voilà, mais je sais qu'en Angleterre, au Royaume-Uni, il y en a eu aussi, quand même la littérature 19e siècle, elle est pas mal non plus... outre-Manche, mais c'est vrai que quand même, moi je trouve que tout, parce qu'il y a eu les romantiques d'abord, mais ça c'était début 19e, et ensuite c'est vrai qu'il y a eu Maupassant, moi j'adore Maupassant, tu peux comprendre, surtout je suis de Fécamp alors. Voilà. Et il y a eu après Maupassant, Flaubert, Dumas fils, enfin tous les... Voilà. Ouais. Et puis bien sûr aussi dans les opérettes, les opéras. Oui, c'est ça, les opéras bouffes. Avec la fête. Voilà. Et ça, je pense que c'est quand même propre à la France. Oui, il y a quelque chose ici qui fait que d'ailleurs aujourd'hui, les grands auteurs du 19e siècle français sont lus partout dans le monde comme des références. Le roman feuilleton. Jules Verne, le deuxième, après Agatha Christie, c'est le deuxième le plus traduit au monde. Jules Verne. Ouais. Le roman feuilleton apparaît sous la monarchie de Juillet, c'est la grande révolution de la presse, Émile de Girardin, etc. Mais il y a quand même un phénomène sur la presse sous le Second Empire qui est un peu plus complexe parce qu'avec l'Empire autoritaire, la presse est contrôlée. Et c'est vrai que la liberté qui a pu exister sous la monarchie de Juillet, on pense souvent au poire de Philippon, Philippe. Sous le Second Empire, on l'imagine pas ça. Là, on retrouve quand même des bons réflexes du type premier, du tonton Premier Empire. On rigole pas trop dans la presse, c'est-à-dire que on parle pas politique, on parle pas religion, enfin on n'en débat pas et on accepte ce qui est proposé par le pouvoir. C'est d'ailleurs très intéressant, c'est de voir que dans les espaces de liberté, c'est-à-dire la peinture, la musique, vont s'engouffrer toutes les critiques. Émile Zola critiques. Bien sûr. Les critiques d'art, ce sont des critiques dramatiques. Et c'est par là... Baudelaire aussi. On a le droit de critiquer. Et en critiquant l'art officiel, ce qui est acheté par l'empereur, c'est quelque part aussi critiquer le mauvais goût du régime. Donc ça, c'est assez malin de voir ça. Mais pour la littérature sur le Second Empire, il y a malgré tout quelque chose de complexe. C'est 1857. Ce sont les procès contre Madame Bovary et contre les Fleurs du Mal, donc Flaubert et Baudelaire. Et ça donne quand même pas une image reluisante de l'idée d'un régime qui pousse à la création littéraire. On sent quand même que c'est particulièrement muselé. Pour la peinture, c'est un tout petit peu différent parce qu'on a vraiment des peintres qui sont mis de côté. On sent bien des Courbet qui peinent et Manet plus que tout. Même si, et c'est très étonnant, quand Manet est refusé au Salon, Napoléon III, en 1863, crée le Salon des refusés. Donc le Salon, c'est cette grande messe officielle avec un jury qui sélectionne. Et un Manet n'est pas accepté. Napoléon III, voilà, toujours dans cette volonté de concilier, et puis de concilier tout le monde. Ça reste un Bonaparte. C'est ça. Le bonapartisme, c'est ça. C'est avoir l'adhésion populaire et, c'est là où c'est complexe et paradoxal, la légitimité dynastique. Alors, c'est compliqué parce que si c'est dynastique, on reste. Mais là, non. Il faut que quand même cette dynastie soit sans cesse soutenue par des plébiscites. Et donc, pour gagner ces plébiscites, il faut que la plus grande partie de la population adhère au pouvoir. Et c'est pour ça que tous ces signaux sont envoyés au monde ouvrier, au monde paysan, aux catholiques, mais aux non-catholiques. À un moment, parfois, d'ailleurs, ça crée des tiraillements. Et d'ailleurs, il a voulu, quand Victor Hugo s'est exilé, il a voulu le faire revenir. Et Victor Hugo, il voulait avoir cette posture quand même. Bien sûr, il en a usé plus qu'il n'en faut. Sa femme a été plus roulante, j'allais dire.
Elle a accepté de revenir. Oui, Oui, sa femme, oui, c'est- oui. elle était Et avec Napoléon Sainte-Beuve, III était non plutôt sympa de les accueillir. Enfin, il avait envoyé une Oui, parce invitation. que je justement, crois. c'était toujours dans une volonté d'apaisement, Ouais, c'est ça, de ouais, conciliation. ouais, ouais. Mais l'amnistie, c'est 1859. Bah non, exactement comme ça a été dit, Hugo reste sur son île, la mèche au vent. Mais bien Non, entendu. non, je suis l'exilé, je veux pas. Mais dans le même temps, Les Misérables paraissent en 1863 en France. Bah oui. Ça pose pas de problème, ça. Donc Évidemment. l'ouvrage n'est pas interdit. C'est pour ça que c'est très complexe. La posture de Victor Hugo, moi, je la trouve sensationnelle. Oui. C'est un pari fou. C'est-à-dire que le mec... Faut avoir le talent. Hein. Ah bah ouais, il est méga en vue. C'est quand même... C'est Victor Hugo, Oui, enfin, ouais. en politique, dans ses discours et en littérature, au théâtre, partout, il est là. Donc, un petit espoir sous la République d'être ministre, ça se passe pas Ouais. bien. Il se brouille avec le président Louis-Napoléon Bonaparte, l'exil au moment du coup d'État, très bien. Il reste. Et pour au ça qu'il lui en moment veut, où d'ailleurs. il peut revenir, il refuse de venir. Donc le pari, c'est de dire, bah, à un moment, ça va s'effondrer, et là, je pourrais revenir glorieux. Mais les années passent. Le soutien populaire demeure. Le plébiscite de mai 1870, c'est une énorme victoire pour Napoléon III, qui dit « j'ai retrouvé mon chiffre », c'est-à-dire qu'il a le même résultat que le premier plébiscite, donc la Incroyable. même adhésion. « J'ai retrouvé mon chiffre ». Et on se dit « mais Victor Hugo, à un moment... » Là, sur son île, il a dû se dire « oh là là, est-ce que j'ai pas fait une bourde ?» Parce que... Et en fait, Bah, non, ouais. c'était un pari génial, parce que quand ça s'effondre, il arrive, la République Le a lendemain, besoin quasiment. ah ouais, mais c'est ça, Ouais. la République a besoin de saints laïcs, un pour la science, Pasteur arrive, et un pour la littérature, Victor Mais il Hugo y, est là. y a un très bon livre de Frédéric Mitterrand que j'ai lu sur justement la bataille Victor Hugo, Napoléon III. Ah oui, bah oui, oui. Alors moi, je lui avais demandé avant d'acheter, je lui ai dit, mais qui gagne? Il me dit, ah bah, lisez le livre. Et il a acheté celui-ci. Hein. Est-ce qu'il y a des parallèles à faire entre cette époque-là et la nôtre ou c'est impossible, il n'y a rien d'équivalent? Bah, oui, moi je vois beaucoup de parallèles. Alors, on pourrait faire des parallèles politiques. Hein. Il y a toujours ce petit côté sauveur que nous attendons. Ça, c'est un truc très français. C'est très français. Donc, voilà, il y a Ils ce finissent côté- toujours mal, d'ailleurs. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Bonne idée. Des automatismes presque administratifs, Oui. cette hiérarchie de l'administration, du ministre, le préfet. Et hop, là, ça ressemble, même si aujourd'hui nos maires sont élus. À l'époque, bon, c'est pas exactement la même chose, mais voilà, on retrouve ça. Là où je trouve des parallèles, c'est pour ça que le Second Empire est vraiment une période touchante, c'est que dans notre manière d'être et peut-être d'appréhender le monde avec toute la mesure Oui, c'est du pas le même contexte monde, et tout, c'est pas- mais il y a des choses quand même. Le repas du dimanche, la soupière, c'est très Second Empire. La manière de se comporter avec les gens, c'est très Second Empire. Et dans cette volonté sans cesse de copier ou de singer les gens qui sont un peu socialement au-dessus de nous, bah, là, on a quelque chose qui s'est diffusé à une vitesse énorme. Le Second Empire, moi, je l'analyse comme ça. C'est pas la première fois que ça se met en place au 19e, on a déjà des éléments. C'est une ouverture à d'autres élites. Le pouvoir accueille dans les palais d'autres élites, des nouvelles élites, la finance, les industries, etc., la banque, les Rothschild, les Perrer. Ils sont accueillis, mais à l'instar de tout le monde. Alors qu'auparavant, c'était plus difficile d'être juif et d'arriver dans les palais. Il y avait des distances. La monarchie juive avait commencé, mais là, sous le Second Lui, il s'en Empire. fichait. Ah ben ça prend une accélération folle. Ce qu'il faut, en fait, c'est que pour faire partie de l'élite, on respecte des codes. C'est ça qui est important. Alors, les codes, on les connaît. Hein. Vous avez... Alors, une résidence à Paris, un petit appartement haussmannien, c'est pas mal. Et puis, quelque chose à la campagne. Si vous êtes aristo, bah, c'est le château, mais la bourgeoisie copie ça. Donc, ça va être une résidence dans une station balnéaire. Deauville, c'est le Second Empire. Vous avez des domestiques, parce qu'il faut des domestiques. Vous avez la vaisselle qu'il faut, des collections. Ça, c'est bien de collectionner. Et puis, une manière d'être... l'habitus dont parlait Bourdieu, mais savoir comment on se tient, on ne met pas les coudes sur la table. Et quand vous cochez toutes ces codes-là, vous avez ici une femme habillée, les bijoux, le luxe, l'homme, les domestiques, la situation sociale. C'est bon, vous faites partie de l'élite. Et ça, 18 ans de Second Empire, 18 ans de cette pratique-là, fait que quand la République arrive en 1870, ça tâtonne, on le sait bien, il faut bien 5 ans pour que la République s'enracine. Mais les codes, ils sont là. Et quelque part, les élites anciennes de la noblesse n'ont plus besoin de détenir le pouvoir pour reproduire leurs codes sociaux. Il n'y a plus besoin. Vous respectez tous ces codes-là, ce qui fait que cette bonne société reproduit ces codes et donc
la reproduction, mais au sens premier du terme. Hein. Je vais vous dire, moi, ce qui m'a marqué, quand j'ai étudié la maison du prince-président et de l'empereur, quand il est à l'Élysée, il fait des fêtes énormes. Et au début, on lit dans les mémoires, le Faubourg Saint-Germain, donc les légitimistes ne veulent pas y aller. Puis il commence à y aller. Et pourquoi ? Parce que c'est un problème. Faut marier les filles. Enfin, faut des lieux de sociabilité pour qu'il y ait des rencontres. Parce que ça peut se faire à l'intérieur de petits cercles, mais vite, on connaît tous ses amis, hein, les amis de ses amis. Et donc, il y a besoin d'espace pour reproduire ces codes-là. Et le Second Empire, il en crée plein. L'opéra. L'Opéra Garnier, c'est le Second Empire. Les grands magasins, mine de rien, les grands magasins avec le salon de thé, ce sont des lieux de rencontre. Et puis les palais aussi, parce que vous avez plein de cérémonies organisées. Et la République, elle reprend ça, en fait. Et donc, les élites arrivent à se reproduire très facilement. Et ces codes-là demeurent, et ils demeurent longtemps. Et on en retrouve encore aujourd'hui. C'est certain. Longtemps, il a été dit que la fin du modèle aristocratique, c'était 1914. Et Alice Bravard, qui a travaillé là-dessus, en regardant les annonces du Figaro, vous savez, où on dit... Monsieur de Machin, Madame de Machin recevront tel jour, Madame de Machin reçoit tel jour et tout. En fait, c'est jusqu'aux années 30 et presque jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc, ces codes, ils se reproduisent très longtemps et c'est vrai qu'on en a encore des effets aujourd'hui. C'est peut-être moins répandu, mais quand on gratte un petit peu, on retrouve plein d'éléments qui, je ne dis pas qu'ils naissent sous le Second Empire, mais qui se concrétisent un peu plus. En tout cas, ça s'accélère et ça devient plus solide, quoi. C'est ce qu'on voit bien dans le Comte de Monte Cristo, le livre, pas le film. Oui, c'est vrai. Mais moi, je trouve que effectivement, il y a des choses qui ont eu du mal à se mettre en place sous le Second Empire. Les femmes peintres, que ce soit la peinture, la littérature avant 18e, c'était Madame de Sévigné, c'était les lettres et tout ça, mais pas les romans, sûrement pas. En musique, en peinture, il y avait Vigée Lebrun, voilà. Et il a fallu attendre quand même Marie Cassatt et tout ça, le mouvement impressionniste, elle qui était américaine d'ailleurs. Et en fait, j'ai l'impression que l'émancipation des femmes, justement, elle a mis très très longtemps à voir le jour, parce que quand on pense même la France de Gaulle et tout, je veux dire, la femme n'avait pas le droit de travailler sans l'autorisation du mari, elle n'avait pas de chéquier jusqu'en 1965, je veux dire, il a fallu attendre les années 70, l'après 68, quoi, pour voir l'émancipation de la femme. Et c'est vrai que sous le Second Empire, c'est encore très corseté, c'est-à-dire qu'une femme, les seules femmes riches qui travaillent pour elles-mêmes, ce sont les courtisanes. La plupart. Hein. Oui, donc, ça, qui sont indépendantes, la païva, tout ça, qui sont indépendantes, qui ne dépendent pas d'un mari, puisque sinon, la femme, c'était la bourgeoise, c'était le mari qui travaillait, et la femme, qui dépendait du mari. Et ça a été quand même... il a fallu pas mal de temps pour, effectivement, que les femmes... La Révolution cassait beaucoup les femmes. En fait. Avant, c'était plus facile. Ça a mis du temps, effectivement. D'ailleurs, ce que dit Corinne, c'est toujours intéressant de replacer ces moments de notre histoire sur des temps beaucoup plus longs. Et longtemps, on lit encore d'ailleurs le Premier Empire, la place de la femme dans le Code civil, quelle horreur. Mais c'est pas la chute de Napoléon en 1815 qui d'un seul coup fait que pour les femmes, ça va être beaucoup mieux. Et on pourrait continuer ça donc à travers le temps. On passe par le Second Empire, et Corinne le dit avec justesse. Pour avoir un chéquier, quand on est une femme, il faut attendre les années 1960 pour avoir le droit d'ouvrir un compte en banque. Donc on voit bien qu'il y a des phénomènes de société qui n'ont pas la même temporalité que les régimes politiques. Et c'est beaucoup plus long à déconstruire, ou carrément pour certains aspects à abattre totalement. Mais pour le cas du Second Empire, on voit beaucoup d'éléments de rupture. On est sur la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Alors, il y a des éléments qui se poursuivent. Mais moi, je suis très étonné quand je vois la politique algérienne de Napoléon III. Donc, l'Algérie, c'est la conquête de 1830. C'est la départementalisation en 1848. Donc, on a 3 départements. Et Napoléon III, mais vraiment un vrai regard sur l'Algérie. 2 voyages, 1860-1865. Et la volonté de développer le pays, donc les fermes modèles et l'idée d'accorder une forme de citoyenneté à l'ensemble de la population, quelque chose qui est mis de côté. Et c'est plus tard qu'il va y avoir vraiment des tensions de plus en plus fortes. Le décret Crémieux, la citoyenneté aux Juifs et pas aux musulmans, pas aux Arabes. Et là, c'est
une partie de l'explication de l'histoire du XXe siècle et de la guerre d'Algérie. Donc c'est pour ça que c'est passionnant de regarder juste ce moment-là pour comprendre la suite. Par rapport à la colonisation, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on veut bien entendu, entendre. évidemment. Voilà, c'est pas colonisé depuis 1830 parce que Napoléon III, il avait d'autres vues. C'était pas la vue du colonisateur qui voulait imposer. Que ce soit, il aimait vraiment l'Algérie. Oui, je suis d'accord, effectivement. Si on devait résumer le Second Empire en un mot, à part modernité, vous n'avez pas le droit. On a flamboyant, modernité. On a rendé les bijoux, ça aussi. Oui, parce qu'on a chopé les gars, mais on n'a pas retrouvé les bijoux. Voilà, on ne sait pas où sont les bijoux. Non, je ne vais pas le faire en un mot, j'y arriverai pas, mais c'est à revisiter. C'est vraiment ça. Moi, je me dis que là, je ne veux pas dire ça non plus, de manière trop brève, mais le Premier Empire, on le connaît bien. Non, mais c'est très revisité. Le Premier Empire, on le connaît bien. Il y a des travaux, il y a encore 1000 choses à faire. Mais sous Napoléon III, le Premier Empire, c'est déjà vieux. Et c'est déjà une légende. Il y a déjà un mythe. Et c'est ça qui est génial. Et donc, le Second Empire propose quelque chose. Quand la République se met en place en 1870, elle ne détruit pas l'héritage du Premier Empire. Il y a des statues Napoléon, il peut y avoir des rues, des places Napoléon. En revanche, la proposition de Napoléon III, celle-là, elle pose un véritable problème. Parce que le premier président de la République de notre histoire fait un coup d'État, est soutenu par un plébiscite, il proclame l'Empire. Et 18 ans plus tard, nouveau plébiscite en mai 1870, toujours le soutien. L'échec du Second Empire, c'est une guerre à l'extérieur contre la Prusse. C'est une défaite. Et encore, ce n'est pas la fin de la guerre, vu que la République poursuit la guerre. Imaginez la complexité pour les républicains quand le 2 septembre, c'est Napoléon III prisonnier en 1870. Donc la nouvelle arrive à Paris le 4 septembre. D'où le 4 septembre, voilà, la station de RER et tout. Pour les Parisiens. Révolution! Mais personne ne bouge. C'est qu'à Paris, une poignée de républicains qui va à la Chambre et ça se fait très très vite parce que c'est la guerre, parce que c'est la défaite de Sedan, parce que c'est tout ça. Personne se soulève pour ni soutenir Napoléon III, mais ni pour le rejeter. Et c'est pour ça que c'est compliqué. La République, elle a très bien compris que s'il y a bien un régime qu'il fallait mettre de côté, d'où la légende noire, c'est le Second Empire, parce que le césarisme, c'est compliqué. Et c'est pour ça que je dis que ça vaut le coup de le revisiter, parce qu'on apprend plein de choses sur notre période, mais sur cette période. Et puis, ça fait réfléchir, se dire, mais tiens, qu'est-ce que le césarisme? Comment un président peut obtenir les pouvoirs? Comment le peuple peut accorder les pouvoirs à un homme qui vient de faire un coup d'État? Donc, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant politiquement. Enfin, on croise plein de choses. Et puis, comme je vous disais, moi, je trouve que c'est tellement proche de nous, c'est amusant à revisiter. Mais moi, je dirais aussi autre chose, c'est à réhabiliter, mais Napoléon III, bon, son oncle, c'était Napoléon Ier, quoique moi, j'ai lu des petits posts sur les réseaux sociaux, justement suite au vol des bijoux, qui disaient, mais de toute façon, Napoléon III, moi, je le déteste. En plus, il n'avait pas une once de... Il y a des tests ADN qui ont été faits, et il n'avait pas une once de sang corse, c'est pas vrai, c'est pas lui. Enfin, la reine Hortense, elle a couché avec je sais pas qui, et puis voilà, donc c'est un fils naturel. Il est pas du tout de descendance de Napoléon. Et moi, je trouve que ce soit... On s'en fiche, que ce soit son oncle, que ce soit le neveu de Napoléon Ier ou pas, ce qu'il a fait, c'est tout à son honneur. Enfin, je veux dire, voilà, qu'il soit vraiment de la famille de Napoléon ou pas, on s'en fiche, à la limite. Il est bien le fils de Louis. Tout le monde est à peu près d'accord. Il est le fils de Louis Bonaparte, le frère de Napoléon. Il est le fils de la reine Hortense. Enfin, tout concorde. Ils ne s'entendaient pas, le couple. Ils ne se voyaient pas trop. Mais sur les dates, Louis Bonaparte était bizarre, roi de Hollande. Mais bon, tout concorde. L'interrogation, c'est est-ce que Louis est lui-même le fils de Charles Bonaparte? Voilà, c'est là. Ça remonte à ça. Ça remonte à ça. Est-ce que Laetitia, mais ce sera à l'occasion d'une autre histoire en podcast. Une nouvelle enquête de Émile Gaboriau. Exactement. L'inspecteur Lecoq. On pourrait vous écouter pendant des heures tous les deux. Vous êtes formidables. Flamboyant Second Empire et la France entra dans la modernité. Corinne Argas et Xavier Mauduit, vous êtes formidables. Mais merci beaucoup, Richard. Vous êtes très vous, vous le savez. Merci. Merci beaucoup.